La pluie battait le pavé de Montmartre comme des tambours de guerre, chaque goutte résonnant comme un mauvais présage. Dans un coin sombre de l'immeuble L'Ancien, une lumière vacillait à travers les fenêtres poussiéreuses de l'appartement 4B. Le parfum âcre de moisi et d'humidité envahissait l'air, mélangeant des souvenirs de vie antérieure avec une promesse sournoise de tragédie. Clélia, jeune podcasteuse, animée par une curiosité insatiable, avait pris la décision impulsive d'emménager ici après avoir entendu les rumeurs. Chaque locataire du 4B mourait dans un délai d'1 an. En franchissant la porte grinçante, elle ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Les murs semblaient murmurer des secrets enfouis, et chaque pas qu'elle faisait sur le parquet craquant l'amenait plus près d'un mystère qui pourrait bien lui coûter cher. Alors qu'elle déposait ses affaires dans la chambre aux teintes ternies, son cœur battait, au rythme d'une menace invisible qui planait déjà au-dessus d'elle. Les jours passèrent, et Clélia s'immergea dans l'atmosphère pesante de son nouvel environnement. Dans les ruelles sinueuses qui entouraient l'immeuble, des visages familiers se mêlaient à des inconnus, chacun portant une histoire marquée par la fatalité. Elle commença à enregistrer ses découvertes, sa voix vibrante, capturant les murmures des anciens locataires, des histoires tragiques qui titillaient sa curiosité tout en éveillant un sentiment d'angoisse. Une vieille dame du café d'en face lui avait glissé, presque en chuchotant, que le dernier occupant avait été retrouvé sans vie, comme s'il avait simplement disparu de ce monde sans un bruit. Chaque récit semblait se tisser dans un canevas sombre, créant une tension palpable qui enveloppait Clélia comme un brouillard épais. Les nuits étaient hantées par des bruits étranges venant du couloir, des craquements et des soupirs qui résonnaient dans le silence oppressant de l'immeuble. Alors qu'elle s'enfermait chaque soir dans son appartement, une question obsédante tourbillonnait dans son esprit. Qu'est-ce qui attendait celui ou celle qui oserait percer le mystère du 4B? La peur et l'excitation cohabitaient en elle, chaque jour la poussant plus près d'une vérité qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Les anciens occupants de l'appartement 4B avaient tous un point commun, une fragilité qui les rendait vulnérables face aux défis de la vie. Camille, la première locataire, était une artiste peintre talentueuse, mais son génie avait été assombri par des démons intérieurs qui la poussaient à l'isolement. Elle passait ses journées à errer dans les rues de Montmartre, son carnet de croquis à la main, capturant des instants éphémères tout en luttant contre une dépression sourde. Ensuite, il y avait Lucas, un jeune écrivain en quête d'inspiration, qui avait emménagé avec des rêves plein la tête, mais s'était retrouvé piégé dans un cycle de dépendance et d'auto-sabotage. Les murs du 4B avaient entendu ses pleurs et ses cris, témoins du désespoir d'un homme qui ne pouvait échapper à son propre reflet. Puis vint Sophie, une étudiante en médecine brillante, mais accablée par le poids des attentes familiales, dont la mort soudaine avait laissé ses camarades perplexes et dévastés. Chacun d'eux avait apporté avec lui une histoire d'échec et de lutte, comme s'ils étaient attirés par l'appartement, comme des papillons vers une flamme. Clélia ressentait leur présence dans chaque coin de son nouveau foyer, leurs rêves brisés, résonnant avec sa propre quête de vérité. Cette atmosphère chargée d'histoires inachevées pesait sur elle et alimentait sa détermination à comprendre ce qui se cachait derrière cette série macabre d'événements tragiques. À mesure que Clélia s'enfonçait dans son enquête, des signes avant-coureurs apparurent, tel un frisson traversant l'air avant une tempête.
Dans le couloir du 4B, elle remarqua une fissure sinueuse sur le mur, semblable à une cicatrice, qui semblait grandir jour après jour. Les voisins murmuraient à voix basse, les visages souvent tournés vers le sol, comme s'ils craignaient d'attirer l'attention sur eux-mêmes. Un soir, alors qu'elle sortait pour jeter les poubelles, elle croisa un homme au regard fuyant, qui se tenait là, immobile. Ses mains tremblaient légèrement, et il chuchota « N'y reste pas trop longtemps », avant de disparaître dans l'ombre. Ce simple avertissement résonna dans l'esprit de Clélia comme une cloche funèbre. Elle commença à prêter attention aux ombres qui flottaient dans son champ de vision et aux bruits nocturnes qu'elle avait d'abord pris pour des échos du bâtiment ancien. La lumière s'éteignait, souvent sans raison apparente, plongeant son appartement dans une obscurité oppressante qui lui donnait la chair de poule. Les nuits devinrent plus longues et plus angoissantes, alors qu'elle se persuadait que quelque chose ou quelqu'un observait chacun de ses mouvements. Chaque couloir emprunté était désormais chargé d'une tension palpable. Chaque coup de vent semblait chuchoter des avertissements. La réalité du danger qui pesait sur elle se précisait, mais sa curiosité insatiable l'entraînait toujours plus loin vers une vérité qu'elle savait être terrible. Un soir, alors que Clélia feuilletait un vieux livre de poésie, trouvé dans une boîte poussiéreuse laissée par un ancien locataire, une page se détacha et tomba au sol. En la ramassant, elle découvrit une note jaunie, griffonnée avec une écriture tremblante. La vérité se cache derrière les murs. Ce souvenir l'emporta à un moment marquant de l'histoire de l'immeuble, lorsqu'un incendie dévastateur avait ravagé le rez-de-chaussée une décennie plus tôt. Les anciens résidents en parlaient à demi-mot, leur visage s'assombrissant à chaque mention des pertes humaines. Clélia se remémora les récits d'un homme qui avait survécu à cet incendie, mais avait perdu son épouse. Une tragédie qui semblait hanter encore chaque recoin du bâtiment. Cet homme, Philippe, était devenu une légende urbaine parmi les habitants. Certains disaient qu'il errait toujours autour du bâtiment, cherchant désespérément sa bien-aimée. La note rappela à Clélia que la souffrance était ancrée dans les murs mêmes de 4B. En connectant ces morceaux disparates d'histoire, elle perçut le fil rouge qui reliait ces âmes tourmentées et commença à comprendre que leur fin tragique n'était peut-être pas un simple hasard. L'angoisse mélangée au besoin de vérité intensifiait sa détermination, renforçant sa conviction que quelque chose de sinistre persistait au-delà des apparences. Philippe, l'homme aux cicatrices invisibles, était devenu le principal suspect de l'angoisse collective qui entourait le 4B. Sa vie était une mosaïque de tragédies entrelacées, marquée par la perte d'amour et un sentiment d'impuissance face à un destin cruel. Ancien pompier, il avait été salué comme un héros avant que l'incendie ne vienne rayer son nom du registre de la gloire. Ses camarades de travail racontaient comment il s'était battu pour sauver des vies. Mais au fond, il savait qu'il avait échoué à protéger celle qui comptait le plus pour lui. La douleur s'était transformée en obsession, le poussant à errer autour de l'immeuble, murmurant des prières pour ceux qui avaient souffert ici. Son apparence frêle et désordonnée contrastait avec l'image du brave homme qu'il avait été autrefois. Les jours passaient, et les rumeurs sur sa santé mentale se propageaient comme une traînée de poudre. Certains affirmaient avoir entendu ses cris de désespoir dans les nuits d'été, tandis que d'autres parlaient d'une relation étrange qu'il entretenait avec les lieux eux-mêmes. Clélia commença à ressentir une étrange sympathie envers lui. Elle voyait en Philippe non pas un meurtrier potentiel, mais un homme brisé par son passé. Pourtant,
Cette empathie ne faisait qu'intensifier son besoin de découvrir la vérité derrière cette série mortelle de mystères, alors qu'elle se demandait si Philippe pouvait être un simple pion dans un jeu bien plus grand. La nuit où tout bascula, un orage éclata sur Montmartre, transformant les pavés en miroirs d'eau. Clélia était seule dans son appartement, absorbée par ses notes éparpillées sur la table. Les éclairs illuminaient la pièce d'une lumière spectrale, projetant des ombres dansantes sur les murs. C'est à ce moment-là qu'un cri perça l'obscurité, résonnant comme un écho de désespoir à travers le couloir. Le bruit venait de l'appartement voisin, celui qui avait appartenu à Sophie avant sa mort tragique. Poussée par une curiosité irrésistible et une peur sourde, Clélia se leva et s'approcha lentement de la porte. Chaque pas résonnait comme un tambour battant dans son cœur, tandis qu'elle tendait l'oreille pour capter le moindre indice de ce qui se passait derrière cette porte close. L'atmosphère était chargée d'électricité et de tension palpable. Elle frappa timidement, mais aucune réponse ne lui parvint. Un frisson parcourut son échine, alors qu'elle décidait finalement d'ouvrir la porte avec précaution. À l'intérieur, elle découvrit un tableau macabre, des objets personnels éparpillés sur le sol, des papiers froissés jonchant le sol, et au milieu de tout cela, une silhouette immobile, Philippe. Son expression était déformée par une terreur inexplicable alors qu'il fixait un coin de la pièce où l'ombre paraissait prendre vie. La pièce était empreinte d'une odeur âcre de brûlé, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé la douleur des âmes perdues. Ce que Clélia ignorait encore, c'était que cette confrontation marquerait le début d'une spirale descendante vers une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Le lendemain matin, une atmosphère de malaise régnait sur l'immeuble. Clélia, encore sous le choc de sa rencontre avec Philippe, s'efforçait de reconstituer les événements qui l'avaient conduite jusqu'à ce moment fatidique. Elle décida de dresser une chronologie des incidents tragiques entourant 4B. Camille avait été retrouvée morte dans son appartement un soir d'hiver, un verre à moitié plein de vin rouge sur la table, comme si elle avait attendu quelqu'un pour partager ses derniers instants. Lucas avait été découvert quelques mois plus tard, effondré sur son bureau, une overdose accidentelle. Ou était-ce vraiment accidentel? Puis, Sophie, dont la mort brutale avait laissé les voisins perplexes et hantés par des questions sans réponse. Les dates s'entremêlaient dans son esprit. Tous les décès avaient eu lieu à des intervalles étrangement similaires, presque comme si un cycle inexorable se répétait. À partir du moment où chacun d'eux avait emménagé dans cet appartement maudit, leur compte à rebours avait commencé, et le temps semblait glisser entre leurs doigts, comme du sable fin. Clélia réalisa que la clé résidait peut-être dans le passé de l'immeuble lui-même. Il y avait quelque chose de profondément troublant ancré dans les fondations, quelque chose qui tissait ensemble ces destins tragiques. Mais alors qu'elle tentait de rassembler ces informations en vue d'une explication cohérente, une autre pensée l'assaillit. Et si Philippe n'était pas seulement un spectateur de cette tragédie, que savait-il réellement? Ce frisson d'inquiétude s'intensifia alors qu'elle se préparait à plonger plus profondément dans les mystères qui l'entouraient. L'enquête de Clélia commença à se déployer comme une toile d'araignée complexe, rassemblant des témoignages et des récits entrelacés. Elle interrogea les voisins, qui, bien que réticents à parler au départ, finirent par se laisser aller à quelques confidences. L'un d'eux, un homme âgé au regard fatigué nommé Gérard, évoqua avec une voix tremblante les rituels étranges qu'il avait observés dans l'immeuble.
Il y a eu des bruits de tambour, murmura-t-il, sa voix chuchotant comme un secret dangereux. Des nuits où les lumières vacillaient et où l'on pouvait sentir une présence malveillante. D'autres habitants confirmèrent avoir ressenti cette même inquiétude diffuse, mais leur peur les empêchait de s'exprimer plus librement. Alors qu'elle récoltait ces témoignages, Clélia remarqua des contradictions troublantes. Certains décrivaient Philippe comme un homme attristé mais inoffensif, tandis que d'autres le décrivaient comme un individu étrange et imprévisible. La tension monta d'un cran lorsqu'elle découvrit que plusieurs voisins avaient vu Philippe rôder autour de l'appartement de Sophie la nuit de sa mort. Lorsqu'elle confronta Philippe avec ces révélations, son visage s'assombrit et il balbutia des excuses sans vraiment expliquer son comportement. Il semblait plus perdu que jamais, oscillant entre la colère et la peur. Clélia commençait à ressentir qu'il était pris au piège dans un tourbillon qui le dépassait complètement. Mais alors qu'elle s'enfonçait dans cette spirale d'interrogation, elle réalisa que chaque réponse ne faisait qu'approfondir le mystère plutôt que de le résoudre. Les éléments du puzzle semblèrent se dérober sous ses doigts, lui laissant une sensation de trouble qui la hantait chaque nuit. Une question persistante germait dans son esprit. Quelle vérité fuyait-elle encore? Le sentiment d'urgence grandissait, alors qu'elle réalisait que le temps lui échappait et que chaque minute comptait pour découvrir ce qui se cachait derrière le voile obscur de 4B. Pour éclaircir les événements troublants qui entouraient l'appartement 4B, Clélia décida de consulter un expert en criminologie, le docteur Émilie Laurent, une psychologue réputée pour son travail sur les comportements criminels. Lors de leur rencontre dans un café au décor feutré, elle décrivit avec passion les récits de résidents et la sombre histoire de l'immeuble. Le docteur. Laurent l'écouta attentivement, ses yeux pétillants d'une curiosité mêlée d'inquiétude. Vous devez considérer le phénomène du décès par contagion, où une série de tragédies peut créer une atmosphère de désespoir et de fatalisme, expliqua-t-elle, sa voix douce mais ferme. Émilie souligna que les morts successives pouvaient devenir des catalyseurs pour des comportements suicidaires ou autodestructeurs au sein d'une communauté déjà fragilisée. Elle évoqua également l'impact des lieux sur la santé mentale des individus, notant que certains espaces peuvent devenir imprégnés d'énergie négative, influençant le comportement des résidents. Il est crucial d'explorer aussi bien le collectif que l'individuel, ajouta-t-elle avec sérieux. Cette analyse résonna profondément en Clélia. Elle comprit que Philippe pouvait être à la fois victime et vecteur d'un mal insidieux. Le docteur Laurent fit également mention de la théorie du tueur en série invisible, une notion selon laquelle les meurtres peuvent ne pas être commis par une seule personne, mais plutôt par un environnement toxique qui pousse les individus vers des actions extrêmes. En entendant cela, Clélia frissonna. Ces mots résonnaient comme un avertissement solennel sur ce qui s'était passé dans ce bâtiment hanté. Alors qu'elle quittait le café, une nouvelle détermination brûlait en elle. Elle devait explorer cette dynamique complexe avant que le cycle tragique ne se répète encore une fois, car chaque instant passé dans cet immeuble était un pas de plus vers l'inévitable confrontation avec une vérité qui pourrait bien être plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que l'enquête de Clélia prenait de l'ampleur, les médias commencèrent à s'intéresser de près à l'histoire tragique de l'appartement 4B. Les journaux locaux titraient « L'appartement maudit » ou « La mort frappe sans prévenir ». Et des émissions de télévision se bousculaient pour interviewer les rares survivants et témoins.
La pression médiatique croissante apportait une attention non désirée, mais elle fournissait également une plateforme pour faire entendre la voix des victimes. Les arguments des journalistes prenaient bien souvent le pas sur la vérité, dramatisant les événements pour capter l'audience. Clélia, prise dans ce tourbillon d'excitation et de frayeur, réalisa qu'elle devait se battre contre cette désinformation tout en poursuivant son investigation. Les avocats représentant les familles des défunts étaient divisés. Certains accusaient Philippe d'être un meurtrier, tandis que d'autres plaidaient qu'il était lui-même une victime de circonstances malheureuses. Les tensions montaient dans le quartier, créant un environnement chargé de suspicion et de méfiance. Les réseaux sociaux devenaient le champ de bataille, où des théories du complot fleurissaient. Certains affirmaient que l'appartement était hanté par des esprits vengeurs, tandis que d'autres insinuaient que Philippe était impliqué dans un culte secret. Clélia se retrouva alors face à un dilemme éthique. Sa quête pour la vérité devait-elle passer par la médiatisation des souffrances personnelles? Elle savait que chaque mot prononcé ou écrit pouvait avoir un impact énorme sur les familles déjà dévastées par la perte. Elle commença à rédiger un article qui mettrait en lumière non seulement les tragédies individuelles, mais aussi le système plus vaste qui avait permis à ces événements d'arriver. Alors qu'elle pesait soigneusement ces mots, elle espérait que la couverture médiatique pourrait finalement servir à éveiller les consciences sur la nécessité d'une investigation plus approfondie, pas seulement sur Philippe ou les victimes, mais sur le bâtiment lui-même et son lourd passé caché. Cette prise de conscience collective pourrait être la clé pour briser le cycle tragique qui pesait sur 4B. Le tournant décisif de l'enquête se produisit un soir, alors que Clélia examinait des archives au vieux bureau des affaires publiques. Elle tomba sur un dossier poussiéreux mentionnant une série d'événements tragiques qui avaient frappé le quartier des décennies plus tôt, tous liés à l'immeuble où se trouvait le 4B. Les histoires de malheur s'accumulaient, incendies, accidents mystérieux et même disparitions inexpliquées. Clélia comprit que cette histoire n'était pas seulement celle de Philippe ou des victimes récentes, c'était un récit ancestral d'angoisse et de désespoir qui semblait hanter les murs mêmes de l'immeuble. Avec cette nouvelle perspective, elle chercha à rencontrer des historiens locaux et des anciens résidents qui pourraient éclairer ce chapitre oublié. Lors d'une réunion avec une octogénaire nommée Marguerite, la mémoire vive et lucide d'une survivante du passé, Clélia fut confrontée à une révélation dévastatrice. Il existait une légende urbaine selon laquelle un pacte avait été fait pour protéger l'immeuble en échange de sacrifices humains. La vieille Madame racontait avec une voix tremblante comment chaque génération devait payer un prix pour que le bâtiment continue à exister sans être détruit. Armée de ces révélations, Clélia réussit à convaincre Philippe de coopérer. Ensemble, ils organisèrent une rencontre publique pour partager leurs découvertes et briser le silence pesant qui entourait 4B. La communauté, initialement divisée par la peur et le scepticisme, commença peu à peu à s'unir face à l'horreur partagée. Le soir de la réunion, une atmosphère électrique flottait dans l'air. Les visages étaient tendus mais déterminés, alors qu'ils écoutèrent les récits de souffrance et de perte. Cette confrontation collective avec leur passé permit aux résidents d'affronter non seulement leur peur, mais aussi leur douleur individuelle. Clélia comprit alors que la véritable résolution ne résidait pas dans la recherche d'un coupable unique, mais plutôt dans la réconciliation avec les fantômes du passé pour enfin guérir ensemble. Alors que le dernier écho des voix s'éteignait dans la nuit étoilée,
une lueur d'espoir brillait sur Montmartre, non seulement pour Philippe et les autres victimes, mais aussi pour tous ceux qui avaient vécu sous l'ombre du 4B. L'immeuble pouvait enfin commencer un nouveau chapitre, libéré du cycle tragique qui lui collait à la peau depuis trop longtemps.